Bonjour et bienvenue à tous. Je me présente, Marie Delavigne, chef du service de l'enseignement et du développement hospitalier chez Transport Québec. Il me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui notre conférence dans le cadre de la Semaine nationale du don d'organes et de tissus, don d'organes et AMM, le cheminement, la motivation et la trajectoire de donneur, qui abordera avec vous les différentes étapes dans la planification du don d'organes dans un contexte d'aide médicale à mourir. D'ailleurs, j'aimerais prendre 2 petites secondes pour remercier le CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean de nous accueillir aujourd'hui dans leur établissement. La présentation sera enregistrée et disponible pour ceux et celles qui voudront la revoir. Un livre sera acheminé par courriel à cet effet et la présentation devrait être d'une durée de 50 minutes. Nos conférenciers invités aujourd'hui, M. Maxime Boucher, conseiller à la formation et aux activités cliniques chez Transport Québec, Mme Julie Côté, infirmière ou conseillère en soins infirmiers, également infirmière ressources au CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. Stéphane Gagné, c'est notre patient qui va venir nous témoigner de son expérience, et le Dr. Jean-Sébastien Bilonneau, qui est intensiviste et médecin spécialiste coordonnateur en dons et en transplantation d'organes et de tissus au CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette conférence donne droit à des crédits de formation de section 3 du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Il est important toutefois de vous inscrire en scannant le code QR qui apparaît présentement à l'écran. Aussi de faire compléter le questionnaire d'évaluation qui va apparaître aussi à la fin de la conférence. Je vais vous laisser un petit peu de secondes pour scanner le code. J'aimerais vous dire ici que cette conférence va être suivie d'une période de questions. Donc, je vous encourage à aller inscrire vos questions dans le chat. On va pouvoir vous répondre tout au long, sinon les questions vont être redirigées vers les conférenciers en fin de présentation. Donc, sans plus tarder, nous allons débuter avec une courte introduction. Donc, l'entrée en vigueur de la loi concernant les soins de fin de vie en décembre 2015 a permis d'offrir aux Québécois, selon leurs conditions médicales, d'avoir recours à l'aide médicale à mourir. Les premiers cas de don d'organes en contexte d'AMM au Québec ont été réalisés en 2017 à la suite de demandes de patients en fin de vie. Le respect de leur seule et unique volonté est toujours l'approche de Transplant Québec. D'ailleurs, chaque trajectoire pour leur est unique. La trajectoire qu'on va vous présenter aujourd'hui, elle est unique à M. Gagné, à sa réalité. Donc, c'est l'approche que nous préconisons à Transplant Québec. À l'heure actuelle, mis à part le Canada, il y a 3 pays à travers le monde qui pratiquent le don d'organes en contexte d'AMM, la Belgique, les Pays-Bas et tout récemment l'Espagne. Vous voyez que depuis la mise en place de l'AMM au Québec avec le don d'organes, il y a vraiment une progression qui se fait à chaque année. D'ailleurs, au cours de la dernière année, on a eu une augmentation de 130% des références chez nos patients. Les diagnostics prépondérants des donneurs en contexte d'AMM, c'est 85% des patients qui ont une maladie neurodégénérative neurologique, par exemple la SLA, le Parkinson ou de démence. Et les organes transplantés provenant des donneurs au Québec, on en a transplanté 185 depuis le début, donc plus précisément 119 reins, 46 poumons et 20 foies. Donc, sans plus tarder, j'aimerais me tourner vers M. Gagné qui est ici pour nous parler de son expérience. Donc, pouvez-vous nous parler de vous et de votre parcours? Oui, bonjour, Marie-Josée. Donc, je suis originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai grandi dans le très beau village de Rivière-Éternité. Je suis le cadet d'une famille de 8 enfants. J'ai quitté Saguenay pour rejoindre les Forces armées canadiennes. J'y étais pendant 5 ans. Pour moi, ce fut une magnifique expérience qui m'a permis de faire ce que je fais aujourd'hui, technicien en finance. Je suis à Montréal depuis l'âge de 25 ans. Je considère plus Montréal comme ma ville d'appartenance, mais j'aime toujours aller me ressourcer quand je vais au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous avez raison, parce que c'est une très belle région. Oui, très bien. Dites-nous, M. Gagné, c'est quoi votre diagnostic et à quel moment l'avez-vous reçu? Donc, j'ai reçu le diagnostic
début quarantaine. Donc, moi, mon diagnostic, je suis atteint de la DMOV, donc la dystrophie musculaire omphalopharyngée. Donc, en gros, la dystrophie, la DMOV, moi, dans mon cas, c'est plus un problème de déglutition. Donc, je peux plus manger. Donc, c'est ça. J'ai eu l'opération qui consistait en une partie du pharynx. Donc, mon chirurgien thoracique, dans le temps, m'avait dit, oh, Stéphane, bon, tu vas être bon pendant plusieurs années. Et malheureusement, après quelques mois, ça a continué à progresser. Donc, en 2019, j'ai eu la gastrostomie. Donc, depuis ce temps-là, ben, c'est une machine qui me semble. Donc, si je comprends bien, bon, on en a parlé un petit peu tantôt, à manger, c'est un plaisir de la vie, c'est un plaisir que vous avez pu savourer depuis un petit bout de temps. Est-ce que ça a un autre effet sur votre qualité de vie? Ça a beaucoup d'autres effets, effectivement. Bon. Premièrement, j'allais aller au bureau. Et là, maintenant, vu que, excusez-moi, ça prend plus de 8 heures par jour à me garder. Donc, c'est sûr que c'est impensable. Tout a changé. Donc, je dois planifier mes déplacements versus mes gâtages. Donc, c'est ça. Malheureusement, tout a changé comme je pensais. C'est sûr que pour moi, être branché quotidiennement à une machine, c'est pas vraiment qu'est-ce que je veux. Donc, comme mentionné tout à l'heure, pour moi, manger, j'avais déjà mangé toute ma vie. Et maintenant, je peux plus manger. Donc, le plaisir de manger, de savourer, de sentir avec l'alimentation antérieure, pour moi, ça se fait pas. Donc, Et comment avez-vous pensé à avoir l'aide médicale à mourir? bon, j'ai commencé à penser à avoir recours à l'aide médicale quand, pour moi, il n'y avait plus de possibilité de manger. Donc, c'est sûr qu'être connecté 8 heures par jour à une machine, pour moi, à l'âge de 54 ans, c'est impensable. Je me dis, peut-être si j'aurais eu 65 ans, peut-être que ma vision aurait changé, mais pas mon âge. Vous avez soutenu votre famille dans cette démarche? C'est sûr que donc, quand j'ai annoncé à ma famille l'aide médicale à mourir, c'est un choc. Mais ils m'ont dit, Stéphane, on va être là avec toi dans cette démarche. Ils me soutiennent du mieux qu'ils peuvent, c'est sûr. Puis ils me l'ont dit, moi, être là jusqu'à la fin. Mais je sais que pour eux, c'est extrêmement difficile. Merci aujourd'hui. Ouais, je remercie justement mes deux sœurs, ma nièce, qui sont copaines. Donc, à quel moment l'option du don d'organes vous a été présentée? Qui vous en a parlé? Comment ça s'est passé? Quand j'ai pris ma décision pour l'aide médicale à mourir, c'était primordial pour moi de faire le don d'organes, même si j'avais déjà signé ma carte. Donc, pour moi, c'est ça, c'était un cadeau finalement que je voulais faire aux gens. Puis ça va me permettre justement de vivre à travers d'autres personnes. Parlez-nous de l'accompagnement que vous recevez là, depuis le début dans votre démarche. Bon, l'accompagnement, c'est sûr que lorsque je suis allé à ma demande initiale pour l'aide médicale à mourir au centre neurologique de Jonquière, là, c'est ça. Bon, là, j'ai avisé justement le neurologue que je vais faire don d'organes. Par la suite, il a fait les démarches. Par la suite, bon, là, Julie m'a contacté. Puis par la suite, bon, le transplant qui était s'est joint justement à l'équipe. Donc, j'ai des meetings, ça avec eux régulièrement. Ils vous tiennent au courant de chaque étape? Oui. Oui. Oui, de chaque étape, justement, je suis au courant. Oui. C'est important pour vous de venir en parler aujourd'hui? Là, pour moi, c'est le plus beau message que je peux apporter. Si justement, une personne, deux personnes peuvent faire le don d'organes, pour moi, ben, ça va être mon cadeau. Oui. Je pense que vous êtes un bon ambassadeur. Hein? Ben, j'espère que je remercie infiniment Transplant Québec, Annie,
de m'avoir donné cette chance. Je te remercie. C'était vraiment un beau cadeau. J'aimerais me tourner vers Maxime qui pourrait nous parler des différentes étapes là, dans la préparation. Oui, merci. Merci, M. Gagné, pour le témoignage. C'est très touchant. Juste pour expliquer un petit peu le cheminement qu'on passe à travers ça avant de venir à l'approche aux dons. On a compris dans l'histoire de M. Gagné, puis on va essayer de la suivre un petit peu à travers la présentation, son histoire. Donc, avant d'arriver à l'approche aux dons, on passe par le diagnostic de la maladie, finalement. Donc, c'est sûr que c'est un choc initial. Après ça, ce diagnostic-là va progresser vers une décision de requérir à l'aide médicale à mourir. Donc, suite à ce soin-là, il va y avoir une décision au niveau légal. On a besoin d'avoir les avis médicaux qui viennent avec ça. Et ensuite, va venir l'approche aux dons. Je vais céder la parole à Julie pour nous raconter un petit peu justement le début de ce beau processus-là de son côté. Puis on va suivre un peu à travers tout ça. Donc, la seconde étape, c'est la référence. La référence, on la reçoit soit d'un médecin traitant, soit des infirmières de la clinique des maladies neuromusculaires de Jonquière, soit de la coordonnatrice de l'aide médicale à mourir, pour n'en nommer que quelques-uns. Pour M. Gagné, nous avons reçu la référence du neurologue de la clinique des maladies neuromusculaires. Une fois qu'on reçoit cet appel-là, moi, on va faire une collecte de données. Donc, je vais obtenir des informations, le nom de la personne, sa date de naissance, son numéro d'assurance maladie, son diagnostic, l'histoire aussi de la personne on veut avoir, et également des antécédents de santé. On veut recueillir le maximum d'informations. Ensuite de ça, on va en fait faire une révision de dossier complète, dans le dossier actif, dans les dossiers également antérieurs, pour être sûr qu'on passe à côté de rien, finalement. Une fois que j'ai obtenu toutes ces informations-là, j'appelle Transplant Québec pour officialiser la référence. Une fois qu'on reçoit l'appel à Transplant Québec, c'est là qu'on va vraiment ouvrir la référence de façon officielle. Donc, on ouvre un dossier à Transplant Québec. Dans un premier temps, c'est sûr qu'on va vérifier d'un point de vue légal qu'on répond à ce niveau-là. Et ensuite, on va pouvoir vérifier l'éligibilité. Donc, on va vérifier si c'est un donneur qui est potentiel. Donc, selon l'histoire qui a été recueillie par le travail de Julie, ça va nous permettre de voir, OK, est-ce qu'on peut aller de l'avant vers ce cas-là ou finalement, on va fermer le dossier immédiatement, tout dépendant de l'histoire qu'on a. Ça va également nous permettre de vérifier quels organes vont pouvoir être considérés pour pouvoir aller de l'avant vers le don d'organes. Donc, selon l'histoire et selon les résultats qu'on a recueillis dans les dossiers déjà existants, ça va nous permettre de déterminer ça. Donc, dans le cas de M. Gagné, ça nous a permis de pouvoir savoir qu'on avait considéré le poids et ses reins. Donc, les évaluations par la suite vont nous permettre d'aller plus loin, mais pour le moment, on peut déjà savoir ça. Une fois qu'on a ces informations-là, on va pouvoir recontacter Julie dans son établissement pour qu'elle puisse, après ça, organiser la suite des choses là, avec M. Gagné. En effet, l'étape suivante, c'est de faire la rencontre informatique. Donc, je commence toujours par, on fait un appel pour me présenter, expliquer mon rôle et expliquer un petit peu le processus. On ne rentre pas nécessairement dans les détails. Par contre, j'en profite pour planifier la rencontre en présence. Soit on fait venir le patient au salon des familles, par exemple, de l'hôpital ou un autre endroit là, déterminé, ou je me rends en présence à la maison. C'est souvent à ce moment-là que moi, je vois ça vraiment comme un privilège parce qu'on rentre dans l'intimité de la personne. Donc, on a le droit d'avoir on rencontre les proches, on rencontre les conjoints, conjointes. On a des discussions qui sont souvent très, très, très riches en émotions. Puis, cette rencontre-là nous permet vraiment d'expliquer le processus de A à Z pour justement s'assurer d'avoir un consentement éclairé. Une fois qu'on a eu notre explication de processus, on laisse toujours un temps de réflexion.
Dans le cas de M. Gagné, l'explication, étant donné qu'il demeure à Montréal, ça s'est fait par téléphone. Donc, on a vraiment eu une rencontre exhaustive d'une durée environ 60 minutes par téléphone. Par la suite, évidemment, on voulait se voir, donc on a organisé une petite rencontre en visioconférence pour expliquer les étapes à venir. On a laissé évidemment un temps de réflexion également. Donc, c'est toujours un temps de réflexion d'environ 24-48 heures ou plus selon la personne. Puis ensuite de ça, on rappelle évidemment pour valider en fait c'est quoi la décision. On va aussi s'assurer de répondre aux questions qu'ils ont encore là pour s'assurer qu'on soit là, on ait un consentement là, libre et clair. Donc, une fois que je m'assure qu'on va de l'avant pour le processus de don d'organes, bien, je rappelle Transplant Québec pour la suite des choses, pour la confirmation qu'on va de l'avant. Donc, encore une fois, quand on reçoit l'appel, le retour d'appel, pour nous, c'est là qu'on va débuter le plus gros, si je peux dire comme ça, du processus parce que ça permet de procéder au début de la planification des prochaines étapes. Donc, si je peux me référer à la situation de M. Gagné, étant donné qu'il va recevoir son aide médicale à mourir dans les prochains mois, on est dans ces moments-là ensemble. Donc, cette rencontre-là, ce premier appel qu'on a ensemble, Julie et moi, ça permet de planifier la première rencontre qui va avoir lieu pour procéder aux évaluations. Donc, ensemble, on va déterminer un moment, bien entendu, avec les besoins et les volontés de M. Gagné pour pouvoir déterminer selon ses besoins à lui, puis selon ses capacités aussi, pour déterminer ce moment-là qui va se dérouler généralement dans les 7 jours précédant le soin. On va déterminer ce moment-là pour les évaluations. Ça va également nous permettre de déterminer quelles évaluations vont être nécessaires. Donc, selon l'évaluation du dossier qu'on va avoir à ce moment-là, on va pouvoir déterminer les examens qui vont être à prescrire en vue de cette journée-là. Suite à ça, Julie va pouvoir faire la planification dans son établissement. Donc, la journée de planification des évaluations, je m'assure en fait d'avoir un endroit d'accueil pour accueillir le patient, que ça soit dans justement un salon ou un bureau médical. Donc, je m'assure que ça soit bien adapté pour la personne. Ensuite de ça, je m'assure aussi de faire la prescription avec l'aide du médecin coordonnateur des examens sanguins, des examens de radiologie. Et également, avec la collaboration de la radiologie, je m'assure d'avoir une heure précise là, pour que ça se fasse tout en fluidité. C'est des journées qui sont bien remplies, mais évidemment, on va s'adapter aux besoins de la personne. Si on se rend compte que c'est plutôt exigeant, on va le faire en 2 temps, on va faire des pauses, donc on s'adapte. Ça, c'est évident. C'est vraiment nos priorités. Également, à ce moment-là, on va prendre le temps aussi de parler avec la personne pour s'assurer de répondre aux besoins et aux volontés lors de la journée de l'aide médicale à mourir. Donc, on va valider est-ce qu'ils ont un rituel en particulier qu'ils veulent faire, voir aussi combien de personnes qui vont être là lors du soin. Donc, on veut en tout temps de s'assurer le respect de ses volontés et s'adapter pour que ça se passe bien. En parallèle à tout ça, il y a bien sûr l'organisation de la journée du soin. C'est quelque chose qu'on doit débuter à organiser dès le départ, dès qu'on est en vue du processus. Donc, on va avoir des discussions en parallèle et ça va être des discussions qui vont avoir lieu avec tous les acteurs qui vont être impliqués dans le processus. Puis, je veux vraiment mettre l'emphase sur ce point-là, sur le fait qu'on s'habitue vraiment, on s'adapte vraiment à l'établissement avec lequel on travaille. C'est-à-dire que si on a un établissement qui est peut-être plus ou moins à l'aise ou qui n'a jamais fait ça, on va être plus présent et il va y avoir plus de soutien qui va être offert. Tandis qu'il y a certains établissements qui sont assez bien rodés et que ça se déroule bien. Donc, on va être là en soutien, en support, mais on n'aura pas la présence aussi intense, si je peux dire comme ça, pour ce qui est de l'organisation. Il va y avoir des rencontres qui vont s'organiser si c'est nécessaire avec le personnel de l'aide médicale à mourir qui est impliqué, les médecins qui vont être impliqués, le personnel du bloc opératoire parce que c'est important de déjà pouvoir commencer à planifier à quel endroit va se faire le soin, qui va être impliqué dans ce processus-là, que ce soit bloc opératoire, est-ce qu'il va y avoir du matériel qui va être nécessaire ou particulier dans ce processus-là. Donc, c'est vraiment important d'avoir tout cet arrimage-là pour le bon déroulement pour que le jour où on va arriver aux soins, on ne sera pas pris dernière minute là, dans l'organisation. Puis, je veux juste mettre l'emphase sur le fait que
Ce qui est spécial dans ce contexte-là d'aide médicale à mourir avec le don, c'est qu'on marie, si je peux dire comme ça, deux processus ensemble qui ne se connaissent pas très bien. Donc, l'aide médicale à mourir, c'est un monde qui est souvent inconnu pour nous au niveau du don d'organes et le vice-versa. Donc, ça permet de cet échange-là de travailler ensemble en collaboration pour assurer le bon déroulement de tout ça. Suite à l'organisation, la planification de tout ça, on va arriver finalement à la journée d'évaluation. Donc, comme je mentionnais plus tôt, dans les séjours précédents le soin environ. Comme je vous ai dit, Monsieur Gagné, on n'est pas rendu encore là dans son processus. C'est quelque chose qui va venir plus tard. Par contre, pour nous, en tant que coordonnateur, qu'est-ce qui est particulier? C'est que c'est un processus pour lequel on est habitué, nous, dans notre travail au quotidien, de rencontrer des familles endeuillées, de rencontrer des donneurs qui sont décédés inconscients. Donc, c'est vraiment un moment privilégié pour nous, après ça, de rencontrer la personne elle-même et de connaître ses volontés à elle pour pouvoir s'adapter à ses besoins à elle. Donc, c'est un moment qui est souvent, cette journée-là, c'est souvent le premier moment où on entre en contact avec la personne qui va recevoir le soin. Donc, c'est un moment, comme Julie le mentionnait, elle a son moment privilégié dans le début du processus qu'elle rencontre pour la première fois. Bien, nous, c'est lors de la journée d'évaluation. C'est une journée qui va avoir un accompagnement autant auprès de Julie et moi avec M. Gagné pour s'assurer du bon fonctionnement, mais aussi pour, bien entendu, que le travail se fasse. Donc, on va s'assurer de collecter toutes les évaluations qui vont se faire. Donc, il va y avoir des imageries, des révisions des dossiers médicaux. On va faire des prélèvements sanguins qui nous permettent d'obtenir les listes d'attente des receveurs pour pouvoir ensuite les trouver dans un second temps. Et on va faire compléter un questionnaire qu'on appelle le questionnaire médico-social. Ce questionnaire-là nous sert à connaître les habitudes de vie de la personne et ses antécédents médicaux. Donc, je dis souvent que ce moment-là, c'est de prendre en quelque sorte une photo de la personne à ce moment-là pour voir son état de santé a l'air de quoi, pour ensuite rapporter ça aux équipes de transplantation pour qu'ils puissent prendre la décision à savoir s'ils acceptent ou non pour leur receveur. Donc, dans la situation de M. Gagné, c'est bien évident pour la journée d'évaluation, on ne va pas venir ici dans la région. Donc, on a eu une belle collaboration avec le CHUM. Donc, avec une collègue là, infirmière de liaison, elle va s'assurer de faire absolument tout ce qu'on aurait fait ici là, pour la journée d'évaluation. On a déjà fait les ponts. Donc, les rencontres ont déjà été effectuées et on est prêt là, pour cette journée-là. Donc, une fois qu'on a fait cette journée d'évaluation-là, si on se projette dans le futur, on va arriver au moment où on a le dossier complet de la personne. Donc, comme je vous mentionnais, l'espèce de photo qui nous permet de connaître son état de santé. Et de ça, on va pouvoir ensuite contacter les centres de transplantation pour déterminer, selon la liste d'attente, quels receveurs vont être ciblés. Donc, c'est un moment où on peut justement cibler quelle équipe aussi de transplantation et de prélèvement va être impliquée pour la chirurgie. Donc, nous, ça nous permet de planifier encore un peu plus loin le bloc opératoire et l'organisation de l'ensemble de la journée du soin. C'est aussi un moment qui ça a l'air très, très simple comme ça. C'est beaucoup d'organisation, beaucoup de planification, mais c'est également un moment qui est très, très émotif en tant que coordonnateur parce que ça permet d'annoncer finalement à la personne qui va recevoir le soin, si elle le veut, bien entendu, mais ça lui permet de lui annoncer qu'il y a des receveurs qui ont été officiellement ciblés là, pour son don. Donc, bien entendu, ça reste quand même confidentiel, mais juste de rendre ça encore plus concret qu'il y a des vies qui vont être sauvées grâce à son geste, c'est vraiment un moment privilégié, particulier de pouvoir dire ça à la personne elle-même. Finalement, à la journée, on est rendu à la journée de l'aide médicale à mourir. La journée, c'est une journée chargée pour nous. On travaille en étroite collaboration avec Transplant Québec, les coordos, mais aussi avec tous les acteurs de collaboration, donc avec les médecins traitants, avec les personnes qui vont administrer le soin, avec le bloc. On est en tout lieu là, en communication pour s'assurer la fluidité. C'est une journée chargée aussi beaucoup pour le patient et ses proches. Donc, moi, je m'assure de les accueillir justement pour les installer le plus confortablement possible. Je les installe soit dans un salon déterminé ou sur une unité de soins.
Si c'est sur une unité de soins, je m'assure de soutenir les équipes pour répondre à leurs questions et également là, organiser les derniers tests s'il y a lieu. Je prends le temps aussi de parler avec la personne et sa famille, de me déposer un petit peu avec eux. On fait ça souvent avec la collaboration de la coordonnatrice de l'aide médicale à mourir, ou des fois, ça peut être une travailleuse sociale là, qui est déjà dans le dossier. On les fait verbaliser. On en est où au niveau de leurs émotions à ce moment-là. C'est souvent une fébrilité. On répond aux dernières questions. On prend aussi le temps d'expliquer les étapes, qu'est-ce qui s'en vient. On est aussi le porte-parole d'eux. Des fois, ils veulent rester en cocon pour pas justement être dérangés par le personnel. On s'assure en tout lieu de respecter les besoins et les volontés de la personne. Ça, c'est vraiment notre priorité. Enfin, pour la première rencontre, en fait, aussi, je vais te laisser pour le briefing. Oui, dans le fond, Julie l'a mentionné, c'est une journée qui est très chargée, très intense. Donc, on travaille en étroite collaboration à ce moment-là. Et nous, au niveau de la coordination, les coordonnateurs à Transplant Québec, c'est une journée à laquelle il y a 2 personnes qui sont présentes, tellement il y a beaucoup de choses à organiser puis à prévoir. Donc, on est beaucoup dans l'organisation des derniers détails, finaliser les petits détails qu'on a planifié depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. C'est là que tout prend son sens. Donc, on s'assure de communiquer étroitement et en constance avec les équipes de prélèvement parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'est souvent des chirurgiens qui vont se déplacer de l'extérieur pour venir dans l'établissement où se trouve la personne. Donc, on a besoin d'organiser tous ces transports-là qui se font par des policiers bénévoles qu'on doit organiser. Il y a aussi des transports aériens à l'occasion. Donc, c'est tout ça qu'on doit arrimer. On arrime tous les petits détails s'il y a des dernières évaluations à faire, les derniers contacts avec les personnes qui sont au bloc opératoire, s'assurer que le matériel est prêt, les salles sont prêtes. Donc, c'est vraiment tout cet arrimage-là qui doit se faire dans la dernière journée. Dans l'heure qui précède le soin, on va se rassembler tout le monde. C'est un des seuls moments, en fait, où on se retrouve vraiment tout le monde impliqué. Donc, autant les équipes de prélèvement que les gens qui vont administrer l'aide médicale à mourir, que tous les gens les médecins qui vont constater le décès. Donc, tous ces gens-là, on se rassemble ensemble pour se présenter, expliquer le rôle de chacun pour s'assurer que c'est bien compris de tous et qu'il y ait une bonne fluidité dans tout ce processus-là. Donc, on se rencontre ensemble, on appelle ça le briefing. C'est là qu'on va discuter de tous ces petits détails-là. Et une fois que ça va être prêt, là, on va communiquer avec Julie, qui est avec la personne, pour la suite en prévision du bloc opératoire. Donc, environ 1h30 avant le soin, on monte le patient dans une salle proche du bloc opératoire. Donc, on met le patient dans un lit confortablement. C'est souvent ce moment-là que le patient prend parole. C'est les derniers moments pour parler à sa famille. C'est souvent les adieux. C'est difficile, c'est chargé en émotions. Des fois aussi, les proches en profitent pour rendre hommage également à la personne qui va décéder. Donc, va des fois aussi avoir un agent spirituel pour rendre hommage. Ça dépend, puis on s'adapte aussi encore là à la personne. Une fois que toutes les personnes sont à leur place, donc le médecin qui va administrer le soin avec son équipe, le médecin qui va constater le décès et tous les proches autour, on sent que c'est prêt et que j'ai aussi la communication avec le cordeau de transfert qui me nomme que le bloc opératoire sont prêts. On fait un signe qu'on peut maintenant administrer le soin. Au moment où le soin est administré, on est 2 coordonnateurs, comme je l'ai mentionné plus tôt dans la journée. À ce moment-là, il y a une personne qui va être présente dans la salle avec la personne qui reçoit le soin et il y a une deuxième personne qui est présente dans la salle d'opération. On prend toujours un moment quand on sait que c'est le moment où le soin est administré. On prend un moment de silence parce qu'on veut honorer le geste, la beauté du geste de la personne. Donc, on est conscient que c'est quelque chose. C'est un beau moment comme un moment difficile pour les proches. Donc, pour nous, c'est vraiment un moment particulier. Donc, c'est vraiment important pour nous de prendre ce moment-là, un temps d'arrêt, même si les choses vont vite, c'est nécessaire de faire un temps d'arrêt puis de prendre le temps
prendre ce moment-là pour la personne. Donc, une fois que ça c'est fait, puis qu'on sait que le soin a été administré, que le décès a été constaté, la personne va être transférée dans la salle d'opération où on va attendre avec l'équipe et on va pouvoir procéder à la chirurgie pour finaliser finalement le don. Une fois que le patient est transféré au bloc opératoire, ben c'est pas fini pour nous. Donc, moi, avec mes collègues, là, avec la coordonnatrice de l'aide médicale à mourir, on va être avec, évidemment, la famille. On va la soutenir, on va être là pour elle. On va l'accompagner dans un endroit, là, encore là, déterminé. Puis on va prendre un moment avec eux pour verbaliser, décanter un peu tout ce qui vient de se passer. On peut aussi prendre encore le temps de rendre hommage à la personne et qu'est-ce qui est le geste d'une grande générosité qui est en train de faire en ce moment. Dans les jours dans les semaines qui vont suivre, pas parce que c'est terminé qu'on arrête nos démarches. Selon l'entente qu'on a eue avec les proches, on va pouvoir leur faire un suivi pour leur confirmer la transplantation des organes, donc confirmer qu'ils ont les vies qui ont été sauvées grâce à ça. Donc, on va entrer en contact avec eux. Également, dans les semaines qui suivent, ils peuvent aussi recevoir par l'entremise d'une lettre des nouvelles des receveurs pour leur mentionner comment ils se portent et comment ce geste-là a changé leur vie. Merci, Maxime et Julie, pour les explications vraiment très claires et précises. Avant de poursuivre, je me tournerai encore vers Monsieur Gagné sur... on a parlé de beaucoup d'étapes qui s'en viennent. C'est sans doute beaucoup d'informations pour vous et votre famille. Vous avez déjà été au courant, mais comment vous vivez ça? Comment vous recevez ça, les prochaines étapes qu'on vient de discuter? Bien, écoutez, les prochaines étapes, comme mentionné, c'est sûr, pour moi, c'est pas beaucoup pour moi, parce que ça va être peut-être quoi, une demi-journée ou plus. Par la suite, bon, tout Transplant Québec vont faire la suite des démarches. Donc, pour moi, c'est ça. Que ça vous rassure de savoir Oui, ça me rassure énormément. Oui. Puis, avant de poursuivre, j'aurais une question pour Maxime et Julie, parce que vous présentez le soutien que le CIUS offre aux familles. Vous avez mentionné aussi le CHUM. Je sais qu'il y a d'autres établissements qui sont branchés aujourd'hui qui n'ont pas ces services-là à l'intérieur de leur mur. Comment ça se passe? Est-ce que c'est différent pour eux ou s'ils vont recevoir le même service? Comme tu l'as mentionné en début de présentation, Marie-Josée, on vous a présenté vraiment une trajectoire qui est unique à M. Gagné, puis qui est unique à l'établissement ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on s'adapte vraiment aux besoins de l'établissement dans lequel va se dérouler le soin. Donc, pour nous, si jamais il n'y a pas de personnel dédié, c'est certain que ça nous prend une personne contact. Donc, cette personne contact-là va être différente selon où on se trouve. Donc, parfois, c'est des gens qui sont impliqués dans l'aide médicale à mourir. Des fois, c'est une travailleuse sociale. Des fois, c'est l'équipe qui suit, par exemple, au niveau des cliniques neuromusculaires ou peu importe. On va se prendre cette personne contact-là. Mais à Transplant Québec, on a les infirmières de liaison qui vont aller prendre le rôle un peu que tout au long de la présentation, on disait tout le travail que Julie fait, mais c'est l'infirmière de liaison qui va prendre cette place-là. Donc, je l'ai dit un petit peu au fil de la présentation, mais c'est vraiment, on s'adapte aux besoins des gens, du personnel impliqué pour être plus présent si le besoin est là. Puis on va vraiment collaborer avec les gens, mais c'est certain que on laisse personne dans le trouble avec ce processus-là. On s'arrange vraiment pour que ça fonctionne bien. Merci. J'irai maintenant vers Dr. Bilodeau sur votre implication à vous comme médecin coordonnateur dans le processus de l'AMN. Où vous vous situez, quel est votre rôle exactement? Je vous laisserai peut-être le pointeur. Oui, parfait. Bonjour à tous. Vous m'avez laissé un peu plus de temps. Oui. Très bien. Alors, en fait, avant de parler, je voulais vous parler de deux choses aujourd'hui, essentiellement, et avant d'entrer plus dans les rôles précis du médecin coordonnateur, puis ça aussi, c'est un rôle qui est adaptatif. C'est pas tous les médecins coordonnateurs qui ont nécessairement les mêmes rôles et les mêmes tâches dans chacun des CIUS. Moi, je vais vous parler un petit peu de mon implication ici, mais je veux revenir un petit peu en arrière, profiter de la tribune pour qu'on discute un peu aussi
en amont de tout ça, pour l'aide médicale à mourir, mais aussi pour tout type de donneur. Dans le fond, un peu les résultats du travail qui a été fait ici au sud du Saguenay-Lac-Saint-Jean en termes de coordination. Et pour ceux qui connaissent notre belle et grande région, mais un des défis colossaux qu'on a ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et c'est le cas aussi de plusieurs régions au Québec, c'est l'étendue du territoire. Évidemment, on représente environ 280 000 ou 300 000 habitants répartis sur 100 000 km² de superficie. Alors moi, déjà là, comme médecin coordonnateur, un de mes premiers rôles, c'est de voir un peu là, comment faire en sorte justement que tout le monde ait l'information qu'on peut donner, entre autres dans le contexte de la médicale à mourir, mais dans tout type de situation, autant à l'hôpital de Dolbeau, d'Alma que de Jonquière. Et tout ça nécessite une grosse coordination et une structure. Donc c'est ça. Puis je vous dirais qu'on a mis en place toute une coordination pour s'assurer de ne pas manquer de références, justement, que toutes les références soient adressées puis que tout le monde ait vraiment l'opportunité de pouvoir référer et pouvoir donner. Dans le cas de l'aide médicale à mourir, c'est une situation qui nécessite une coordination plus spécifique. Évidemment, ici, on travaille beaucoup avec les médecins de famille, la clinique neuromusculaire à Jonquière. Et déjà, ce type de clientèle-là est une clientèle qui est convergée vers ces institutions-là. Mais pour toutes les autres clientèles de donneurs, évidemment, il a fallu qu'on se mette en place là, une coordination régionale assez rigoureuse de plusieurs joueurs. Puis, je voulais juste vous montrer un petit peu de quoi ça avait l'air. Et puis, ce que l'image montre ici essentiellement, c'est que moi, dans le fond, le triangle, évidemment, le patient et la famille est toujours au centre de cette coordination-là. Et le triangle principal, là, ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, est composé de moi comme médecin coordonnateur qui représente un peu la portion médicale et puis de Julie Côté qui représente un petit peu plus la portion coordination et expertise clinicienne sur le terrain en travail, évidemment, avec Transplant Québec. Donc, ce triangle-là. Et à l'extérieur du triangle, bien, justement, on va avoir nos conseillères cadres DSI, on va avoir nos infirmières de garde. Ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a la chance d'avoir une conseillère clinicienne experte sur le terrain, des infirmières de garde. Et moi, de mon côté, bien, je vais vraiment travailler avec les médecins de l'aide médicale à mourir, le chef régional des soins intensifs et puis le chef de l'urgence et tous ces comités-là. Et enfin, bien, on s'est créé un comité de don d'organes régional ici au Saguenay-Saint-Jean où vous allez comme pouvoir voir, il y a plusieurs intervenants dans ce comité-là, des neurochirurgiens, des radiologistes, des inhalothérapeutes, des patients partenaires, donc vraiment qui viennent de partout dans la région. Alors, c'est cet équilibre-là, en fait, entre essentiellement la convergence des références et des patients vers le centre de référence, mais l'exportation de bonnes pratiques médicales et l'implication de tous. Donc, c'est vraiment très, très important que dans tous nos centres primaires, à Dolbeau, Alma, à Chicoutimi, tous sur place soient impliqués dans le processus pour maintenir cette culture-là, qui est mon deuxième grand rôle comme médecin coordonnateur, d'orchestrer cette gestion-là, cette coordination-là, mais aussi d'entretenir la culture en don d'organes, autant ici qu'à Dolbeau, que dans toute notre région comme telle. Et ce qu'on a impliqué, puis si on en parle plus dans l'aide médicale à mourir, bien, c'est qu'on a été jusqu'à implanter des médecins coordonnateurs locaux. Donc, des médecins coordonnateurs comme moi, qui gèrent régionalement, mais des médecins champions qui ont de l'intérêt en don d'organes localement dans nos centres, un à Alma, un à Dolbeau, un à Jonquière, et qui, par exemple, dans l'aide médicale à mourir, peut être une aide médicale importante. Si, par exemple, un patient de Roberval ne peut pas se déplacer à l'hôpital de Chicoutimi, puis on a un examen physique à faire, c'est pas toujours évident pour nous, les équipes, de se déplacer à Dolbeau ou à Roberval avec nos tâches cliniques. Donc, les médecins coordonnateurs locaux vont pouvoir faire des tâches médicales à distance. Donc ça nous permet évidemment de s'adapter encore plus facilement à la réalité des patients. C'est-à-dire que le patient peut rester dans son milieu de vie à Alma, à Dolbeau et à Roberval, puis nous, on a cette infrastructure-là pour pouvoir s'adapter à ces situations-là. Donc, c'est ce que cet organigramme-là démontre. Et
évidemment, entre ces médecins coordonnateurs-là et nos hôpitaux primaires, on a établi des corridors de transfert. Le corridor de transfert, le corridor de référence pour ce qui est des aides médicales à mourir, passe par souvent les médecins de famille, la clinique neuromusculaire et notre infirmière clinicienne. Mais pour toutes les autres clientèles de donneurs qui sont des patients plus critiques, de soins intensifs, branchés sur un respirateur, on a des corridors de transfert qui ont été établis pour tous les gens, malheureusement, qui subissent des catastrophes neurologiques en région ou qui vont avoir d'autres problématiques qui vont mener à l'identification d'un donneur. C'est un petit peu ça aussi notre défi, comment faire pour qu'à 2 heures du matin, un samedi soir, un patient potentiel donneur à Dolbeau réussisse à être référé à Transplant Québec et à transférer à Chicoutimi pour l'identification à la référence. Donc, c'est un peu le défi qu'on optimise à chaque année. Donc, c'est vraiment là, les messages clés, là, puis c'est pas vrai juste au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est vrai à la grandeur du Québec, c'est l'implication de tous les centres qui va faire là, la clé du succès du don au Québec. Vraiment, là, des corridors de transfert qui sont bien établis, une coordination, une cogestion médicale. Et souvent, les gens ont tendance à penser que le don d'organes, c'est l'histoire des gros centres tertiaires, quaternaires, c'est compliqué, c'est des gros protocoles, c'est quelque chose qui est ultra spécialisé, qui se fait juste dans les grands centres. Et non, en fait, c'est ce que Maxime a bien expliqué, j'ai aussi, c'est-à-dire que Transplant Québec va avoir cette capacité-là de s'adapter et d'aller, d'intervenir ou moins intervenir dépendant de la présence. Et puis, nous, on a la chance, ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, d'avoir beaucoup de présentiel ici et en même temps d'avoir beaucoup d'aide et de collaboration de Transplant Québec, ce qui fait ce triangle-là de succès autour du patient. Alors, c'est vraiment les messages clés. Et puis, si on revient à mon rôle précis comme coordonnateur dans l'aide médicale à mourir, ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, essentiellement, je fais à peu près tous les cas d'aide médicale à mourir. On est maintenant 2. J'ai une collègue qui m'aide, qui est ici, le Dr. Robichaud, qui aussi est une autre intensiviste de notre équipe, qui va aussi m'aider pour, évidemment, faire cette cogestion médicale-là dans l'aide médicale à mourir. Donc, nous, on a vraiment un rôle donc à la fois d'accompagnement et à la fois médical. Donc, en travail étroit avec Julie, là, qui est ma conseillère, là, dans le fond, le médecin coordonnateur ici au Lac-Saint-Jean, on rencontre systématiquement à la première rencontre tous les patients. Donc, comme Julie l'a dit, soit en présentiel au domicile, soit sur place. Le médecin coordonnateur qui est moi, en fait, avec Julie, on va se déplacer, on va aller faire la première rencontre là, pour expliquer en détail, répondre aux questions. Et à partir de ce moment-là, après ça, on est plus en retrait et on a vraiment un support s'il y a des problématiques, des questions médicales, s'il y a des problématiques locales. Moi, comme médecin coordonnateur, comme intensiviste, je relève directement de la DSP. Donc, évidemment, s'il y a des problématiques là, à tous les niveaux, au niveau de l'hôpital, ou des cul-de-sac des fois, parce qu'évidemment, on l'a bien expliqué, c'est une adaptation à la situation de chaque patient. Bien, j'ai le pouvoir de pouvoir faire débloquer certaines choses et de faire avancer les dossiers. Sinon, je vais m'occuper évidemment de l'examen physique. Il y a un examen physique qui est à faire pour chacun des potentiels donneurs. Un examen physique, le cœur, le poumon, les aires ganglionnaires. Ça doit être fait par un médecin. Donc, ça, c'est moi qui le fais ici. Encore une fois, soit au domicile ou soit en présentiel ici à l'hôpital. Et c'est là où les médecins coordonnateurs dans nos centres primaires peuvent être d'une aide également. Je suis responsable, évidemment, je suis un peu, finalement, le médecin traitant de la portion don d'organes. Et il y a un médecin traitant de la portion AMM, qui est le neurologue ou le médecin de famille traitant. Et donc, c'est moi qui va gérer et qui va faire la prescription avec Julie et Transplant Québec, des examens nécessaires, les scans, les échographies, s'assurer qu'il y a une interprétation, que tout se passe de façon fluide également. C'est moi qui est responsable s'il y a des prescriptions médicales à faire, entre autres la prescription de l'héparine IV de la dernière journée. Ça va être un de mes rôles également. Et évidemment, la dernière journée, je vais participer au debriefing avec toute l'équipe. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'intervenants. Et puis, essentiellement, là, s'assurer que tout est coordonné correctement. Donc, on a vraiment, tu sais, le rôle à la première rencontre. Après ça, c'est plus des rôles médicaux. Comme vous avez pu voir, le cœur de la coordination est fait par mes collègues ici, puis par Transplant Québec. Là, donc, on a vraiment un support qui est médical.
Je vous remercie parce que là, vous allez faire des jaloux. Là. On va passer à la période de questions. Est-ce qu'on a des questions à distance? Je ne sais pas si vous m'entendez bien. On a eu beaucoup de questions dans le chat. Oui. Donc, la première question, je vais peut-être la poser à M. Gagné. Est-ce que vous avez trouvé que Transport Québec était transparent avec vous à chacune des étapes où vous avez amorcé le processus de don d'organes? Ils ont toujours été transparents, effectivement. Lors de la première rencontre, tout ça, il y a eu des questions, puis ils m'ont répondu justement à mes réponses. J'ai eu des réponses, donc, puis par la suite, lors des rencontres virtuelles, ça a toujours été justement toujours transparent. Donc, vous aviez le loisir de savoir et de prendre les meilleures décisions. C'était vraiment une décision lucide et éclairée, donc il n'y a pas de problème, justement. Merci. J'en ai une autre aussi du chat. Combien avez-vous fait de processus d'AMM dans votre région? Peut-être Julie, Dr. Bledo, vous pouvez répondre? Depuis 2017, on en a fait au total 7. Pour l'année 2022, on a eu 6 références pour un complété à 100%. Puis déjà depuis 2023, depuis l'année, depuis janvier, en fait, on a un complété. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez donné l'exemple qu'une personne de Dobo serait transférée à Chicoutimi. On dirait que je ne comprends pas. En fait, pourquoi il faut qu'il soit transféré à Chicoutimi? Ça ne peut pas se faire dans l'hôpital de la personne habite. J'ai parlé initialement de coordination générale pour toutes les clientèles de dons d'organes. Donc, quand je parlais de corridor de transfert et tout ça, j'incluais aussi tous les patients de soins intensifs qui doivent être transférés de Dolbeau. Pour le cas spécifique de l'aide médicale à mourir, essentiellement, ça n'a jamais été exclu éventuellement de faire de l'aide médicale à mourir dans certains centres. Comme je vous ai dit, puis comme tous nos collègues l'ont dit, honnêtement, pour l'instant, ça n'a pas été un besoin, mais on s'adapte à chaque situation. Évidemment, la majorité, en général, les médecins chirurgiens transplanteurs et préleveurs le font au bloc opératoire de Chicoutimi. Mais tous nos centres primaires ont des blocs opératoires. Donc, comme je vous ai dit, pour nous, la prémisse, ça va toujours être de s'adapter plutôt que de passer de refuser une référence. Pour le moment, on est capable de faire essentiellement, effectivement, 95% du processus où le patient peut rester dans son milieu de vie. Et pour l'instant, effectivement, toutes les AMM qu'on a faites à date dans la région, qui ont été prélevées et la journée du don, là, ça a été fait à Chicoutimi. C'est comme le lieu de convergence des équipes des médecins préleveurs. Puis ça a tout le temps été bien accepté, bien vu et bien accommodé avec les familles et les patients. Mais, effectivement, si une situation se présente pour laquelle, effectivement, ça nécessite que la famille le patient préfère rester dans son milieu de vie, c'est quelque chose qu'on va regarder là, certainement. Je peux compléter souvent ce qu'on dit, en fait, quand on organise un don avec aide médicale à mourir. L'important, c'est qu'on ait un centre qui a un bloc opératoire. Après ça, on peut s'adapter parce qu'on a fait des aides médicales à mourir dans des très petits centres qui n'étaient pas du tout équipés pour faire du don d'organes, puis on a réussi à le faire. Donc, c'est vraiment ça. L'important, c'est d'avoir un bloc opératoire, puis le reste, on travaille autour en équipe. En fait, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que Transport Québec va être là pour vous soutenir, là, peu importe la situation dans laquelle vous vous retrouvez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On en a une peut-être très intéressante. Est-ce que c'est vous qui avez fait la demande de don d'organes dans votre suivant votre demande d'aide médicale à mourir, ou est-ce que c'est un professionnel de la santé qui vous en a parlé? Pour vous, dans le Non, c'était moi, justement. Parce que lors de ma démarche initiale pour l'aide médicale, j'avais parlé justement au neurologue qui m'avait rencontré que mon désir, c'était vraiment de donner mes organes. Donc, c'est vous qui avez poussé. Oui, c'est moi qui ai poussé. Et c'est tout à fait extraordinaire. Bien, merci. Puis pour moi, c'est le plus beau cadeau que je peux faire. Puis si je peux le dire aux gens, signez votre temps, parlez-en à votre famille, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire. De ne pas avoir peur d'en parler à son professionnel de la santé. La dernière question, un peu plus technique. Est-ce qu'il y a des dommages lorsque les gens vont recevoir l'aide médicale à mourir sur les organes par la suite pour le processus de don? C'est une crainte, peut-être un mythe?
En fait, la médication qui est administrée pour le soin d'aide médicale à mourir, c'est de la médication qui n'a pas d'impact sur le don, sur les organes qui vont être administrés. Donc, c'est vraiment c'est au niveau cardiaque là, que le décès va être provoqué. Donc, il n'y a pas d'impact sur les autres organes qui vont être transplantés, qu'on mentionnait là, pour ce qui est les poumons, le foie et les reins. Donc, En fait, pour le fait, actuellement, c'est pas modifié en lien avec le ventre. je vais répéter la question pour les gens qui ont pas entendu, mais la question était, est-ce que la recette, si je peux l'appeler comme ça, qui est administrée lors de l'aide médicale à mourir, est-ce qu'elle est modifiée quand il y a un don d'organes ou pas? Non, c'est pas modifié. C'est une ordonnance qui est disponible là, au niveau de l'INES, si je me trompe pas, qui a mis une ordonnance collective qui est adaptée selon les établissements. Par contre, nous, on n'interfère pas dans cette décision-là, donc les gens doivent ils procèdent à leurs soins comme ils l'auraient fait, peu importe si on est là. Notre but, c'est vraiment de ne pas interférer. C'est sûr qu'il y a certaines, on parlait des examens à faire, c'est sûr que ça se fait au bloc opératoire, mais sinon, on essaie de se mettre en retrait le plus possible pour ne pas interférer dans les soins de fin de vie. Bonjour. Moi, je me demande pourquoi il faut signer la carte. Pourquoi si tu ne l'as pas signé, automatiquement, c'est que tu es d'accord. Pourquoi ça ne se fait pas comme ça? J'ai entendu dire qu'il y avait des pays qui essayaient de faire ça comme ça. Si tu ne l'as pas signé ta carte, c'est que tu es d'accord pour donner tes organes. Je pense qu'on aurait beaucoup plus de chances de trouver des gens comme ça. Je sais que c'est une question problématique, mais quand même, Mais en fait, c'est une excellente question. Pour la population, des fois, on a l'impression que c'est la solution au problème, mais il y a d'autres problèmes aussi. Je veux dire, il faut que les professionnels identifient les donneurs aussi dans les unités de soins intensifs ou en AMM. On a besoin de la collaboration des familles. Donc, même dans les pays où c'est le consentement présumé, on demande quand même l'accord de la famille pour procéder au don d'organes. Donc, ça, c'est pas un processus qui va être éliminé là, parce qu'on a le consentement présumé. Donc, je pense que c'est important de garder la collaboration de la famille. C'est important d'en parler à vos proches parce que si vous n'avez pas signé la carte, mais que vous arrivez dans cette situation-là, si vous avez eu la discussion, la décision est beaucoup plus facile à prendre pour le proche. C'est pour ça que nous, le message, c'est vraiment de dire parlez-en. On travaille aussi sur le terrain pour augmenter la formation auprès des professionnels, développer la culture dans les établissements au Québec. Puis comme ça, je pense que graduellement, on va arriver à augmenter. Puis, mais tu sais, c'est une réponse qui est difficile. C'est pas tout noir ou tout blanc. Là. Je sais pas si tu Oui, en fait, c'est une très, très bonne question, mais je tiens quand même à vous rassurer dans le sens où d'abord, on est déjà une population qui est par défaut très favorable aux dons. Et puis, effectivement, en Amérique du Nord, c'est par définition, on ne donne pas. C'est un consentement qui est explicite versus certains autres pays. Mais comme José le dit, on croit que pour l'instant, de passer un consentement implicite, ça va susciter des débats, ça va susciter beaucoup de discussions. Puis la dernière chose qu'on veut, c'est qu'on veut pas polariser les gens négativement. Puis on sait que ça changerait probablement pas, étant donné que par défaut, on a déjà des populations très, très favorables. Et même si on aurait un consentement qui est implicite, Transplant Québec, nous les médecins, on va toujours aller toujours être symptôme avec la famille. Donc, une famille qui refuse ou un patient qui ne veut pas, on n'ira pas de l'avant de toute façon. Fait que, on travaille beaucoup plus fort sur l'approche à la famille, l'identification de la référence, et puis la façon dont on va activer le déroulement donc dans le moment du don. Et probablement qu'on va arriver au même résultat. Donc, mais la question se pose effectivement, c'est bien de la poser, mais les pays qui font ça, c'est pas nécessairement à cause du consentement implicite qui sont plus performants en tant que tel. C'est vraiment plus avec la culture qui vient autour. Cette culture-là, que ce soit un consentement implicite ou explicite, nous, on l'a au Québec. Il faut juste l'entretenir et la développer. Entretenir ça.
Donc, c'est ce qui mettrait fin à la conférence. Si vous me permettez, je vais regarder mes cartons parce que je ne veux pas oublier personne. Donc, dans le courrier, vous allez recevoir un courriel d'ici 24 à 48 heures. Vous retrouverez dans ce courriel un sondage que vous demandons si vous pouvez compléter afin qu'on puisse s'améliorer dans les prochaines années. Votre opinion est vraiment importante pour nous. Je vous rappelle également de compléter le formulaire d'évaluation via le code QR qui va apparaître dans 2 petites secondes pour avoir droit au crédit d'information. Au nom de Transplant Québec, nous tenons à remercier Dr. Bilodeau, M. Boucher, Mme Côté d'avoir été présents avec nous pour cette excellente présentation aussi qui était vraiment très claire. Merci au CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour leur accueil et leur collaboration tout au long de la planification de cet événement. Nous vous remercions également aussi ceux qui sont ici dans la salle, mais aussi à distance d'avoir participé en si grand nombre. Mais je vais terminer en prenant le temps de remercier M. Gagné. Vous avez été extrêmement touchant. C'est un très beau témoignage que vous avez donné aujourd'hui. Vous avez raison d'être fiers de vous. Vous êtes un excellent ambassadeur. Je pense que tout le monde ici, oui. J'ai pas peur de dire que tout le monde ici, là, on se sent privilégié d'avoir croisé votre route aujourd'hui. Puis, au nom des personnes en attente, je vous dis un gros merci. Merci beaucoup.